Salut l'équipe, bienvenue dans LNB Club, l'émission dédiée à toute l'actualité de la Betclic Elite. Je suis bien sûr ravi de pouvoir parler de basket français. Pour parfaitement lancer la machine de cette émission, à mes côtés, deux Thomas, à ma gauche, un meneur solide sur ses appuis. Il a déjà un ballon proche de lui. Comment ça va Thomas? Tout à fait, ouais, tout va bien. Je suis ravi d'être là pour parler de basket français et puis pour essayer de relancer ma carrière en Betclic Elite. J'espère qu'un GM va me regarder dans cette émission, on va peut-être imaginer un rôle pour moi dans une équipe. Et pourquoi pas, on est aussi là pour ça dans LNB Club. Relancer des carrières. À ma droite, un sniper limite croquette, mais bon, on préfère que ce soit toi qui prenne les tirs plus que moi, Thomas, je te rassure. Jamais un mot gentil pour moi, toi. Si, toujours dans la méchanceté, c'est grave. Non, c'est pas la méchanceté, au bout d'un moment, c'est tes qualités, Thomas. Je fais un peu tout sur le terrain, t'es venu me voir jouer. Très bon passeur aussi, tu peux le noter. J'ai moins noté ça. Ce qu'on note, c'est qu'il y a deux ballons sur le plateau et que t'en as pas, et ça, c'est une belle évolution dans ton jeu. Jouer un peu off-ball. Bravo Thomas. C'est pas ce que je préfère, mais bon. On peut toujours progresser, même à 37 ans, et ça, bravo. Ouais, t'as raison. Ça, bravo. Mais si on est prêt pour cette nouvelle émission? Carrément prêt, ouais. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette émission. Du mois, on va aller tout de suite dans le sommaire, se plonger avec un débat évidemment autour de Victor Wembanyama. Le système Victor Wembanyama aux Mets, pourquoi ça marche? On va se analyser tout ça depuis ce début de saison où on voit les Mets carburé avec un Victor Wembanyama qui régale. On ira faire un focus sur Kevin Hansett qui a été nommé général manager du CSP Limoges à seulement 30 ans avec des nouvelles méthodes. Forcément, ça intrigue et on est allé lui poser quelques questions. Une palette aussi sur, pas John Stockton, mais Michael Stockton, le fils aîné, qui est meilleur passeur et meilleur intercepteur de Betclic Elite. On a voulu savoir pourquoi. Et Thomas, tu nous présenteras cette belle palette. On aura aussi le top 10, toujours aussi spectaculaire. On parlera évidemment du All-Star Game où on peut commencer à voter. On aura aussi une belle surprise et un maillot à vous faire gagner. Messieurs, on est prêts? On est chaud patate. C'est parti. Lâche la balle un peu, la rookie. Arrête avec ça, sérieux, tu me mets une mauvaise réputation là. Je commence à m'énerver là. T'as pas besoin de moi. Allez, c'est parti dans le débat. Cet été, il a décidé de quitter Lasvel pour rejoindre les Mets, les Metropolitans 92, être coaché par Vincent Collet. Victor Wembanyama avait fait donc déjà les gros titres cet été, puis depuis qu'il est arrivé pas loin du studio où on est, à la salle Marcel Cerdan, il régale. Je voulais qu'on analyse un petit peu ce début de saison des Mets, mais aussi de Victor, et du système qui a été mis en place par tout le club. Est-ce que d'abord, on pourrait revenir sur ce départ cet été? Est-ce que vous avez été surpris de voir Victor Wembanyama quitter Lasvel, qui était quand même venu de Nanterre pour préparer sa draft avec Lasvel? Pas vraiment, moi en tout cas, parce que je pense que le choix d'aller à Lasvel, il était bien de base, mais le fait d'avoir 2 matchs par semaine, de jouer autant, de voyager, tout ça, je ne sais pas si c'était vraiment l'endroit idéal pour lui, pour sa progression en tout cas. Et là, le fait de venir à Paris, on voit clairement qu'il a fait le bon choix en tout cas, même si on ne sait pas ce qui se serait passé à Lasvel. Hein. Mais là, pour l'instant, il s'éclate, tout se passe bien. Ça lui permet de travailler en semaine, il n'est pas tout le temps en train de voyager. Et voilà, il s'éclate, on le voit clairement. Alors toi, tu dis que, juste Thomas, avant de te lancer, toi tu dis que tu ne sais pas ce qui serait passé à Lasvel. Lui, Tony Parker avait un avis là-dessus. Il pense que lui, que ce soit avec les Mets ou avec Lasvel, Victor aurait fait du Victor. Pour moi, Victor Wembanyama aurait aussi taffé à Lasvel. S'il était resté avec nous cette saison, il aurait été titulaire et aurait défoncé l'Euroleague et le championnat. Donc la Betclic Elite que nous avons fait l'année dernière avec lui. Il avait le but pour préparer cette saison, si ça allait porter ses fruits. Thomas? Ouais, moi j'étais surpris, quoi qu'on en dise. Hein. Alors finalement, tout s'est bien goupillé, mais j'ai été surpris puisque tu parlais du projet en partant de Nanterre. Aller dans le meilleur club de France, avec Tony Parker, avec toute l'affiliation des grands sportifs français qui pouvait y avoir, c'était quelque chose qu'on avait tous accueilli comme une super nouvelle. Donc au moment où il y avait un peu de friture sur la ligne et des envies de départ, on était tous un peu en se disant ok, on comprend peut-être pourquoi et sur le projet à long terme, mais pour moi Lasvel était le meilleur endroit possible pour un jeune joueur pour performer, parce qu'il y avait l'Euroleague, parce qu'il y avait le championnat. Force est de constater qu'ils ont fait le bon choix, on va en parler après, puisque Victor a besoin de temps pour se développer et que Lasvel est dans un moment de sa vie, si on peut dire ça, où il faut gagner. Il faut des résultats, il y a de la pression. Quand tu as l'Euroleague avec le top 8 en ligne de mire, tu dois essayer de gagner tous tes matchs. Et quand tu dois gagner tous tes matchs, tu dois mettre la meilleure équipe possible. Est-ce que c'était ce qu'il fallait pour Victor, et avec la pression des voyages, etc. Il y avait beaucoup de choses qui rentraient avec deux. Ça, t'as complètement raison. Mais clairement, il y a une pression sur le club de Lasvel aujourd'hui qui veut avoir des résultats en Euroleague. Certes, l'année dernière, on a vu de belles choses de la part de Victor, mais il a énormément progressé. Sur un an, l'évolution, elle est incroyable aussi.
Et c'est sûr qu'on ne peut pas le contredire, qu'il aurait vraiment, il aurait fait des cartons en Euroleague et en championnat. Et je pense aussi que ça serait quand même bien passé avec l'Asvel, j'ai pas de doute là-dessus. Mais là, c'était vraiment, il y avait plus de garanties en partant de l'Asvel, pour moi en tout cas. Donc, Après, ce qui nous saute au visage sur ce début de saison des Mets 92, c'est quand même comme tout est fait autour de Victor. Et on va revenir un petit peu sur ce système Victor Wembanyama au Mets 92. C'était aussi un argument qui a été mis en avant. Ça a été qu'il n'y avait qu'un match par semaine pour Victor. Qu'en fait, le fait de... On sait qu'avec Luka Doncic, par exemple, l'Euroleague lui a permis d'évoluer très vite. Mais avec Victor, ça a pris un petit peu l'antithèse de ça, de se dire un match par semaine et le reste du temps, il va pouvoir travailler individuellement. Avoir des plages d'entraînement plus grandes que ce qu'il aurait pu avoir avec une équipe qui joue l'Euroleague. après, c'est pas les mêmes physiques non plus, c'est pas du tout les mêmes profils. On sait que Victor a eu quelques pépins physiques, il y en a qui disent qu'il continue un peu à grandir, donc on le protège aussi d'un autre côté. Donc voilà, le choix de Paris, il est bien pour aussi pas le cramer, on va dire. Voilà, il faut pas aller. Lucas, il jouait 2 matchs par semaine, il était prêt physiquement et ça l'a préparé pour la suite. Après, le seul petit bémol, peut-être, c'est est-ce qu'il sera prêt à enchaîner les matchs l'année prochaine à NBA. Après, on sait qu'ils savent faire là-bas aussi, mettre des jours de repos. Voilà, je pense qu'ils vont bien le gérer. De ce côté-là. Je te rejoins complètement. L'idée d'avoir un projet individuel dans une équipe collective. On aime bien dire que le basket est le sport le plus individualiste possible. L'abondance des stats, etc. Le focus sur les joueurs individuellement. Mais c'est vrai que Victor a besoin d'un truc hyper particulier, un truc sur mesure. Et l'Asvel, dans les ambitions et dans l'enchaînement des matchs, a priori, ne pouvait pas lui proposer cette condition sur mesure. Là, d'arriver dans ce club qui a moins d'ambition, forcément, qui a moins d'exposition aussi, et surtout dans lequel tu peux faire ce que tu veux. Alors, je dis quand ce que tu veux, c'est pas Victor en lui-même, mais en tout cas, le club peut inventer carrément des conditions sur mesure, comme on n'a jamais vu dans l'histoire du basket français. Voilà, c'était ça qui l'a fait bouger. Et jusqu'à, ça fait quoi, 3-4 mois maintenant. C'est un très très bon choix, puisqu'il a le temps de se développer, et c'était le plus important, c'est qu'il ait le temps. Juste le plus gros truc, c'est rien que les matchs qu'il a fait aux États-Unis. À Las Vegas, ça aurait été impossible avec l'Asvel. Ah oui, donc déjà, rien que sur ce point-là... C'était plus compliqué de reporter effectivement des matchs d'Euroleague. Justement, on va se plonger un petit peu sur ce système, ce fameux système dont on parle depuis le début de ce débat des Mets 92, avec la construction aussi de cette équipe, parce qu'il a fallu trouver un roster autour de Victor Wembanyama, et on va voir le roster de cette équipe. On voit donc des meneurs avec Waters, Konaté, donc le soldat en deuxième arrière, Aaron Henry, Ibrahima Fall, une super association, et donc Victor Wembanyama. On voit Hugo Besson, évidemment, qui a été drafté l'été dernier. Thomas, c'est une équipe qui a été construite aussi avec des joueurs qui ont accepté d'évoluer autour de Victor Wembanyama, avec où tout doit beaucoup passer par lui. Ouais, pour être allé les voir jouer déjà 2 fois à domicile, c'est vrai que tout le jeu passe naturellement, j'ai envie de dire, par Victor, parce qu'il prend de la place, il prend des positions, et quand on fait 2,21 m, on est assez visible sur le terrain. A priori, ouais. Donc forcément, oui, tout a été fait autour de lui pour que... Voilà, l'équipe est assez jeune, avec Traoré, Hugo Besson, même le Henry est un joueur assez jeune. Et voilà, pour l'instant, ça a l'air de bien se passer au niveau des égos, on va dire. Tout le monde a l'air OK avec cette situation, et en plus, les résultats suivent, donc... Pour l'instant, c'est un sans faute. Hein. Honnêtement, c'est un truc sur lequel on est beaucoup revenu, nous, dans la libre antenne lundi, après ce match en équipe de France, où en fait, tout le monde adoube Victor. Et quand je dis tout le monde, c'est le public, bien sûr, les coachs, on en parlera ensuite, et les joueurs. Quand tu as un joueur de ce talent-là qui est complètement hors norme, tu as 2 réactions. 99% des gens vont... Alors, je dirais pas se mettre au service, mais en tout cas, comprendre qu'il se passe un truc de ouf. On a eu l'occasion de parler avec Laou, on a eu l'occasion de parler avec Steve dans l'équipe. Quand ils sont partis à Vegas, ils ont vécu un truc tout à fait hors norme, autant que ce qui est en train de devenir le phénomène Victor. Donc, soit tu acceptes ça et tu joues avec lui, pour lui, et en plus, dans les bons résultats, il n'y a pas de raison de penser autrement. Puis il y a peut-être 1% des joueurs qui vont aussi mal le vivre. Je pense, pourquoi pas, à des joueurs américains qui viennent en France dans ce championnat pour avoir un tremplin pour jouer le très haut niveau européen ou retourner aux États-Unis. Ils peuvent se poser la question à un moment donné, de l'exposition. Tu joues avec un mec comme ça, il faut lui faire des passes, il faut le nourrir, mais il faut aussi que toi, tu puisses vivre. Donc ça, c'est une question qu'on va pouvoir se poser au fil du temps. Pour l'instant, tout va bien, ils gagnent des matchs, tout le monde fait ses stats, tout le monde joue bien. Voilà, ensemble, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Deuxième du classement, ils sont sur 6 victoires d'affilée. Ils avaient perdu le premier match à Gravelines. Mais c'est vrai ce que Thomas, quand on est pro,
qu'on a 28, 30 ans et qu'on se retrouve dans un projet comme ça qui est axé sur une personne comme Victor Wembanyama, on a aussi le droit des fois de se dire attends, moi j'ai ma carrière aussi à faire. Si je fais une saison où je fais plus des passes et que je passe de 10 points à 6 points par match, est-ce que il y avait un risque côté Metropolitans que finalement la Maillot ne prenne pas collectivement? Il y avait un risque, mais je pense qu'ils ont fait très attention au profil qu'ils ont recruté, justement. Ils ont pris des joueurs, je pense, à mon avis, on a dû leur expliquer aussi la situation. Voilà, je pense en tout cas voilà, qu'il y avait un jeune joueur, que voilà, ça allait beaucoup tourner autour de lui, le jeu allait être basé autour de lui. Et pour l'instant, il accepte très bien. Et après, au bout d'un moment, de toute façon, tu es obligé de l'accepter parce que qui va passer devant Victor? Aucun Américain va venir, on va lui dire ça te va pas, ok, pas de souci. Voilà, là c'est Victor et ça marche. Enfin, c'est ça la crédibilité, elle est là, c'est qu'il y a des résultats et que tout fonctionne bien quand on les voit jouer. Et puis lui, il joue des deux côtés du terrain aussi, il fait participer les autres, ça c'est super important. Il pense pas qu'à lui, on l'a vu, il fait beaucoup d'extra passes, il essaye de chercher les gars, il encourage tout le monde, il a un très bon état d'esprit. Et voilà, et on le sait, quoi qu'il arrive, c'est les résultats qui comptent à l'arrivée et qui prouvent que les choix sont bons. Et puis pour parler des autres joueurs par rapport à l'exposition, il y a aussi une réalité qu'on ne peut pas enlever, c'est que aucun des joueurs présents dans l'effectif ne pouvait espérer meilleure exposition que d'être dans cette équipe des Mets C'est l'autre versant 2023. qu'on pouvait voir. Il n'y a aucune équipe française qui va jouer à Vegas sur ESPN2, sur le site de la NBA, etc., etc. Donc, si tu es un peu intelligent, tu peux aussi te dire bon, je vais me concentrer pour faire la meilleure saison possible parce que tout le monde me regarde. Tout le monde nous regarde, nous l'équipe. Donc, si j'arrive aux côtés de Victor à être très bon, ça va forcément m'ouvrir des portes. Ça passe pour les joueurs français, ça marche pour les joueurs français, ça marche pour les joueurs américains. Mais je crois que c'est le seul état d'esprit acceptable dans ces cas-là. Surtout si tu gagnes des matchs, encore une fois. Le jour où il y a 4 défaites d'affilée, on pourra en discuter. Mais à l'heure actuelle, tout va bien. Pour l'instant, c'est vrai, pas de défaite, juste une, on l'a dit, en entame du championnat. Et j'aimerais forcément qu'on parle de Vincent Collet, qui a été lui aussi un facteur très important dans le choix de Victor. Et on sait que le style de jeu aujourd'hui, quand on voit les matchs 92, on est loin de ce que Vincent Collet a pu mettre en place avec la SIG notamment, ou même à ses débuts au Mans. Lui aussi, Vincent Collet a dû s'adapter au phénomène Victor, et on voit que finalement il arrive quand même à trouver un vrai équilibre dans cette équipe-là. Ouais, c'est fou, on en parlait hier, on a l'impression de voir un nouveau Vincent Collet, même au niveau de l'attitude, je le trouve plus... il a l'air plus joyeux, heureux, content d'être là, il prend du plaisir, il prend du plaisir à coacher cette équipe, il prend du plaisir à un petit peu... pas former, mais continuer la formation de Victor. Voilà, je pense qu'il pense aussi à l'avenir en équipe de France. Et c'est vrai on sait que Vincent Collet, c'est un joueur qui aime bien contrôler ses équipes, annoncer limite les systèmes pour ses meneurs en attaque. Voilà, c'est très carré, très précis, ça travaille beaucoup à l'entraînement. Et là, quand on va voir les matchs, on voit qu'il y a beaucoup plus de liberté et qu'il a su aussi s'adapter. Et ça c'est important, savoir s'adapter à ses joueurs aussi. Et voilà, ça se passe très bien avec Victor. On le voit que même en fin de partie avec l'équipe de France hier, il le fait jouer en poste 3 sur quelques séquences. Donc il est vraiment ouvert à beaucoup de choses. Ça, c'est un truc tout à fait appréciable, c'est clair. Et de voir Vincent Collet, il a changé depuis 2-3 ans. On a beaucoup parlé avec les joueurs de l'équipe de France sur l'ouverture, sur aussi la relation et le contrôle dont il avait besoin avant. Ouais. Et maintenant, auprès des sages de l'équipe de France, il est vachement plus ouvert. Pas forcément critique, mais en tout cas aux avis. Et c'est vrai que je le vois là aujourd'hui être totalement épanoui. On a vu beaucoup de matchs, tu as raison, dans un basket dont il n'a pas forcément l'habitude, mais c'est pour ça que je parle des résultats. L'équipe joue bien au basket. C'est pas comme si c'était devenu une équipe de NBA avec que des 1 contre 1 où c'est n'importe quoi. Tous les joueurs, il y a une hiérarchie d'équipe, mais tous les joueurs arrivent à s'éclater match après match. Je pense à Hugo Besson qui a des espoirs de très 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 haut niveau et qui va faire des bons matchs, va avoir des ballons. Et pourtant, à côté de lui, il y a Tremont Waters qui est un vrai bon joueur, bien payé, etc., qu'on a vu avec Porto Rico aussi dans la fenêtre et qui fait des stats. Il y a beaucoup de mecs qui ont la balle en main, beaucoup de gars qui vont jouer autour de Victor, mais tout le monde arrive à s'exprimer. Et ça, c'est la grande force de Vincent Collet. Il arrive toujours, avec les effectifs qu'il a, à en tirer le meilleur. L'année dernière, Will Cummings, l'année qu'il fait, c'est clairement en partie grâce à son coach. Donc voilà, beaucoup de crédit à Vincent Collet, que ce soit en équipe de France bien sûr, mais surtout pour les Mets. Et surtout, il remet quand même, il aime bien remettre un petit peu l'église au milieu du village par moment, quand ça part trop dans tous les sens, que ça court, qu'on replie pas 2-3, boum, il est encore... Il coach. Il est pas non plus dans un jeu délègue,
allez, donner la balle à Victor. Il y a quand même la main mise Vincent Collet, mais c'est de manière différente et c'est archi intéressant. Il aime bien quand même prendre des temps morts et mettre des bonnes gueulantes. Et c'est aussi ça, le rôle du coach. J'aimerais maintenant qu'on se recentre un petit peu plus autour de Victor sur l'aspect basket. Offensivement d'abord, on le voit encore faire une palette incroyable. Tu disais, Tom, à cet âge-là, 1 an, c'est énorme dans la carrière d'un joueur et on voit que l'évolution par rapport à l'année dernière avec l'Asvel, elle est incroyable. C'est plus le même. Il est passé d'un potentiel à un joueur qui marche sur le championnat. Ouais, c'est clairement le meilleur joueur de ce championnat. Maintenant, je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire. Et il est en total contrôle quand il joue. Alors bien sûr qu'il a des défauts encore. Des fois, il est un peu impatient, je trouve, en attaque parce qu'il veut tellement en faire. Et il peut le faire, en fait, mais il faut qu'il trouve le bon mix. C'est un peu, on en parlait, ce qui est difficile avec les joueurs de ce niveau, avec des talents comme ça, c'est les choix de jeu, les choix d'attaque, pas trop en faire, savoir quand il faut jouer, quand il faut un peu laisser aux autres. Et lui, pour l'instant, il le fait plutôt bien. Et surtout, il joue des deux côtés du terrain, mais en attaque, on en parle tellement, je ne sais pas ce qu'il ne sait pas faire en fait. Il est bon passeur, il lit bien le jeu, il peut shooter à 3, on l'a vu sur des catch and shoot, quasiment quand il est ouvert, c'est tout le temps filoche. Il met des shoots à un pied à 3 points, il fait des fade away, il a un hook shot, enfin vraiment il a toute la panoplie. Donc quand je le vois jouer, je me dis ben voilà, il faut qu'il continue comme ça et j'ai presque envie de dire il a tout compris même s'il a que 18 ans quoi. C'est vrai qu'il est bluffant par sa palette et par la technique qu'il a déjà acquis. En très peu de temps, il a que 18 ans. Steve Oyufat, il y a quelques semaines, nous disait, il avait eu cette phrase incroyable. Il disait, il me pose des questions parce qu'il aime le jeu et donc du coup on s'entraîne ensemble. Je lui montre un move et il me dit, ça c'est trop facile, ça t'a pas plus difficile à mettre en œuvre, à me proposer. C'est aussi ça, Victor Wembanyama, c'est qu'il est déjà vachement en avance techniquement. Il est déjà capable de faire des moves qu'on ne voit qu'au très haut niveau. Quand je dis très haut niveau, c'est la NBA, c'est l'Euroleague, et c'est certains joueurs de Betclic Elite. Donc tu parles de fade away, alors le tir sur un pied, je le mets de côté parce c'est vraiment un move qui n'a aucun sens. Lui, il dit qu'il s'y entraîne. Il le bosse. C'est ça aussi que les gens ne voient. Il tente déjà, enfin il bosse déjà des trucs qu'on verra peut-être comme des go-to-move bientôt. Tenter des choses que tu travailles, c'est pas la même chose. Parce qu'il y en a qui pensent qu'il tente, on le laisse comme ça s'exprimer. Non, je pense que toute la semaine, quand le coach te voit travailler et que tu es capable, je sais pas, de faire des shoots à un pied, d'envoyer 7 sur 10, 8 sur 10 régulièrement sur des séries, vas-y, maintenant, quand tu tentes en match, ça a du sens en fait. Tu l'as travaillé à l'entraînement. Tu vois ce que je veux dire ? Donc forcément, il gagne cette légitimité à tenter des choses un peu incroyables en match. C'est notre génération, parce que moi à l'époque, quand je m'entraînais à faire des tirs à 3 points sur un pied, on éteignait la lumière, on nous disait de ranger les ballons. Hein. Donc bravo. Ok, Erwan Wembanyama. L'évolution du basket. On a parlé de l'attaque, il a toute la panoplie, mais il y a aussi, quand on va le voir jouer, ce qui nous impressionne, c'est son impact défensif. Alors par des contres, on les voit, on voit les images, mais c'est aussi l'impression qu'il donne comme il rentre dans la tête des adversaires. C'est-à-dire que sur ses défenses pick and roll, le drop, oui, on ne peut pas lui tirer dessus, mais en même temps, il contrôle le cercle. C'est une arme, un système défensif aussi à lui tout seul. Ah oui, clairement. On a été choqués un peu quand on regardait le match contre Limoges CSP. Parce que dès qu'il est autour de la raquette, il n'y a plus personne qui ose aller au lay-up. Ils hésitent, même sur des pick and roll, quand ça switch. Le meneur, il commence à jouer, il se dit merde, il lâche la balle sur le côté. Et en fait, il dégage tout ça et il fait peur, clairement. Et tous les joueurs, même quand ça pénètre, ça envoie des gros flotteurs pour passer au-dessus de lui. Et forcément, ça tombe à côté. Et voilà, c'est un protecteur, il est très bien placé, il est assez vif sur les appuis et il lit très bien aussi les attaques, c'est important. Il a un QI offensif très élevé. En défense aussi, il lit ce que va faire l'attaquant. Sur les rotations, il anticipe très bien. Et forcément, c'est une arme redoutable en défense aussi. Hein. Yanis a eu cette super phrase là, il y a quelques jours. C'est Rudy en défense et c'est KD en attaque. Pour rester sur la défense, Yanis lui aussi a ça en lui, c'est la crainte qui va inspirer aux attaquants. Vous avez raison, hein, ce qui est dingue, quand tu vas dans un stade, plus qu'à la télé ou devant ton écran, tu le ressens pas trop, mais quand tu es dans une salle de basket, et on l'a vu pendant l'Eurobasket avec Rudy, c'est que les joueurs pénètrent, arrivent dans la raquette, et en fait, ne vont pas regarder le cercle. Ils vont peut-être faire un lay-up, on l'a vu contre les Bosniens, tac, tu vas être obligé d'aller chercher une passe à l'opposé. Et ça, c'est la crainte des très grands défenseurs par la taille, mais aussi par le timing. Il n'a pas besoin de sauter sur toutes les actions. Ouais. Parfois, je pense même qu'il a tendance à trop sauter. Il va faire 3-4 contres par match, il est déjà à plus de 2, mais il n'a pas besoin de sauter. Il est tellement grand, il a tellement un sens du timing qu'en fait, sa présence va suffire, et puis s'il y a un mec qui a vraiment envie d'y aller, il va le plancher. Et ça, c'est des atouts, je parle d'acquis, et je trouve que c'est bien pour les joueurs de 18 ans. Il a déjà ça dans ses acquis. Et pourtant, il va encore progresser sur les jambes, on va le sentir. Il va être plus léger, plus dur, je pense, avec la muscu, et avec la prise de masse, avec le temps. Mais déjà aujourd'hui, rien que par la taille et son timing, c'est
déjà l'un des tout meilleurs défenseurs de l'histoire du basket français, j'ai envie de te dire. Et alors ça, c'est exceptionnel. Non mais c'est vrai, c'est dingue. Ouais, clairement. C'est fou de dire ça à haute voix, mais c'est un truc de malade. Puis moi, je suis super curieux de le voir évoluer physiquement parce que comparé à l'année dernière, il dégage quand même plus de. Il m'a l'air bien de maturité, il m'a l'air bien plus solide déjà sur les appuis, dans ses déplacements, sur les contacts. Et donc j'espère que ça va continuer comme ça, et j'en ai aucun doute. Et donc c'est ça qui est effrayant en tout cas. Mais si on n'est que mi-novembre, les Métropolitanes sont un peu la surprise quand même de ce championnat. Deuxième, 6 victoires, une défaite. Comment on imagine la suite de la saison? Va y avoir la Leaders Cup à Saint-Chamond en février. Il y a les playoffs. On imagine que cette équipe-là ira en playoffs. Est-ce qu'on peut imaginer un coup, une surprise de cette équipe des Métropolitanes, se les retrouver en finale, gratter la Leaders Cup? Moi, j'attends déjà 2 rendez-vous très importants. Évidemment, contre les 2 meilleures équipes du championnat. Donc, Boulogne-le-Valois-Monaco, 11 décembre. Et un peu plus tard, no offense aux autres équipes, bien sûr, mais le 7 janvier, Boulogne-le-Valois-Asvel. Donc, contre des équipes d'Euroleague armées à l'intérieur avec des physiques qui peuvent s'opposer à lui. J'ai envie de le voir jouer contre ces équipes qui vont vouloir se le faire. C'est important de le dire, mais tout le monde a voulu lui rentrer dans la gueule. Ça va être 2 moments importants pour Victor et pour l'équipe au global pour ensuite se projeter. Une fois que j'aurai vu ces 2 confrontations, je pourrais peut-être te dire que pourquoi pas des espoirs de demi-finale, de finale au printemps, mais on n'y est pas encore. Bon, ça tombe bien, il y a une émission tous les mois, on vous le rappelle, cette émission, la NBA Club est une mensuelle, et donc on aura une émission en décembre et en janvier, et je n'oublie pas ce que tu viens de me dire, et je te relancerai. Messieurs, avant de clôturer ce débat, on fait un jeu concours, et on va vous donner rendez-vous sur tous les réseaux de la Ligue nationale de basket et de First Team pour gagner le maillot de Victor Wembanyama, évidemment. Voilà, ce maillot des Mets 92, très joli maillot, et donc si vous voulez le gagner, rendez-vous sur les réseaux de la LNB et de First Team, et puis vous verrez, il y aura tout d'expliqué. On est bon? Vous voulez gagner le maillot? Très bien. Ah, moi je veux bien. Tu le veux bien, toi? Il est signé? On pourrait peut-être le faire signer. Ouais, pourquoi pas. Tiens. En tout cas, si vous allez à Marcel Cerdan, en général, il est sold out en une demi-heure. Donc, et puis Victor prend du temps pour signer les maillots, à ce qu'on m'a dit. Il prend énormément de temps. On a été témoin de ça. Que ce soit à l'extérieur, à la sortie du bus ou à Marcel Cerdan après le match, Victor prend vachement de temps. Et quand je dis du temps, on parle de 30 minutes, 45 minutes pour prendre des photos avec tout le monde, avec tous les jeunes qui l'attendent. Les moins jeunes aussi, parce qu'il y a beaucoup d'attentes. Michael Douglas, c'est pas très jeune, effectivement. Michael Douglas, a priori, n'est pas très jeune. Donc voilà, il prend le temps et il prend plaisir. On l'a vu avec l'équipe de France en début de semaine. Il prend plaisir à parler au public et à être proche du public. Parfait, messieurs. Vous avez été très bien. Et n'hésitez pas, si vous êtes en France et que vous avez une salle de basket de Betclic Elite à côté de chez vous, allez voir Victor jouer. C'est toujours un vrai spectacle. Allez, messieurs, on va passer au focus. Maintenant, on va prendre la direction du Limousin pour parler du Limoges CSP, évidemment. Cet été, le Limoges CSP a fait le choix de Kevin Ansett, 30 ans. Non, il n'est pas joueur, il est général manager. Céline Forté a voulu amener une nouvelle façon de penser sur ce poste assez méconnu en France, un petit peu du général manager. On va en parler de Kevin Ansett, qui est le nouveau général manager du Limoges CSP. Mais avant ça, je suis allé lui poser quelques questions en visio. Salut Kevin, merci d'accepter cette interview, de prendre de ton temps. Tu es vraiment un GM pas comme les autres, puisque tu fais même tes interviews dans une voiture. Ouais, je sors juste de réunion et je te cache pas, je voulais être tranquille, donc je suis monté dans la voiture et je suis là. Bon, beaucoup de taf donc pour toi. Dis-moi, cet été, il y a eu beaucoup de signatures en Betclic Elite qui ont fait parler Nando De Colo, Geoffrey Lauvergne, Adrien Moerman. Et il y a aussi eu Kevin Ansett, GM, à 30 ans, avec un poste à responsabilité. Raconte-nous un petit peu la genèse de cette signature. Alors déjà, j'étais toujours, ça faisait 5 ans que j'étais en NBA et Céline Forté est venue me contacter. C'est vrai que ça me trottait dans la tête depuis un moment malgré mon jeune âge. Et fait partie de là, mon background de foot lui a beaucoup plu et concrètement, c'est ce qui a fait que j'arrive à ce jeune âge, on va dire, à un poste à responsabilité à Limoges. Tu as été choisi notamment sur 2 critères. On va commencer par le premier. C'est ton réseau. Tu nous parlais de ton parcours NBA. Parlons un petit peu de justement ce fameux réseau que tu as pu te faire en étant scout NBA. En fait, pendant 5 saisons, surtout les 3 dernières, je gérais tout le scouting international. Donc, ma vie, concrètement, c'était les hôtels et les avions. Et tu vas avoir des matchs partout. Donc, tu rencontres des coachs, des assistants, des joueurs dans toute l'Europe et dans le monde entier. Et forcément, dès que tu veux regrouper des infos pour signer un joueur, l'état d'esprit, ce genre de choses, ça aide énormément, on va dire, d'avoir
ces relations existantes pour être sûr de faire le bon choix sur un joueur. Forcément, étant en NBA, tu te retrouves à aider beaucoup de clubs qui veulent des infos sur des joueurs qui sortent de NBA, qui sortent de G League, qui sortent de college. Et toi, derrière, ça te permet de récupérer aussi toutes les infos que tu veux de ton côté. Et oui, on va dire, c'est vraiment particulier, on va dire, aux relations que j'ai pu créer avec ces gens-là. Donc, il y a donc ton réseau qui a fait basculer un petit peu les choses en faveur de ta nomination. Il y a aussi ta manière de travailler un petit peu plus moderne que ce qui peut se faire en France, avec notamment les data et les analytics. Est-ce que tu peux nous expliquer ça aussi? Ouais, alors, donc il y a toute la partie scouting, évaluation du joueur, quand tu les regardes, que ce soit en vidéo ou en match, et toute la partie analytique que j'ai appris là-bas en NBA, où on va dire les stats avancées te permettent des fois de vraiment te dire est-ce que c'est réel ce que tu vois en vidéo ou non. Et pour moi, c'est un plus en fait. J'aime pas différencier les deux. Pour moi, c'est un mix qui va ensemble et qui font partie de ton évaluation. J'aime pas être juste scouting, juste analytique. Pour moi, il faut toujours réunir les deux pour faire ton analyse et ton recrutement sur un joueur. Donc, tu es là, tu es en poste maintenant depuis quelques mois. Qu'est-ce qui a été le plus dur sur cette prise de fonction, sur ce poste-là si particulier au basket? Je dirais la pression que tu te mets envers toi-même, parce que avant, on va dire, t'es scout, c'est cool. On va dire, tu prends pas les décisions et maintenant de les prendre, de construire et te dire, bon, bah, faut pas que je me loupe, faut que je fasse le meilleur travail possible. Ça, je dirais, ça a été le plus dur à gérer, toute cette pression que tu te mets envers toi-même. Ouais. Tu es arrivé dans un club qui n'est pas n'importe quel club en France, c'est le CSP Limoges, un club qui est, quoi qu'il arrive, toujours très ambitieux. Comment tu as été accueilli un petit peu là-bas donc par la présidente Céline Forté, par les joueurs aussi, peut-être, qui vont arriver à un GM qu'à leur âge, ça peut être surprenant, et par le coach aussi, et les fans? Euh, Par un président, très bien. Franchement, ça se passe super bien avec Céline. On a une super relation et j'aime bien comment on discute tous les deux. Les joueurs, ouais, c'est vrai qu'au début, ça peut faire bizarre. Je prends l'exemple, enfin, on se connaissait bien avant, mais Nicolas Lang, il est plus âgé que moi, par exemple. Donc, tu vois, ça fait toujours bizarre de voir un GM qui a ton âge ou qui est plus jeune, mais globalement, ce qui est bien, c'est que ça nous permet enfin, je veux dire, on est des mêmes générations, donc on comprend assez vite, on se comprend assez vite. Le coach, bah, au début, je te dirais, c'était bizarre parce il a 50 ans, il voit quelqu'un de 30 ans qui arrive, on apprend à se connaître, et puis Massimo, il a son caractère et tout, mais à force de se connaître, vraiment, ça se passe vraiment super bien entre nous. Tu vois, tout l'été, on a travaillé ensemble. C'était même au point où il voulait pas partir en vacances en Italie pour rester avec moi sur Limoges, travailler sur l'équipe. Donc, tu vois, on a ce côté vraiment qui s'est créé entre nous et que j'aime beaucoup. Et les fans, bah, à Beaublanc, globalement, tu vois, ils viennent te parler à la fin du match, ils adorent parler basket. Moi aussi, donc je te dirais globalement de comment ça se passe avec les fans, je te dirais ça va plutôt bien. Et non, c'est sûr que c'est un club particulier. Je pense qu'il y a nulle part ailleurs en France où tu as cette passion autour d'un club. On a joué Fos-sur-Mer, on a fait sold out, alors que, enfin, je veux dire, nous disrespect, mais on n'a pas reçu l'Asvel ou Monaco, tu vois. Donc il y a toujours cette ferveur autour du club que moi j'adore personnellement. Tu as remplacé Crawford Palmer pour dessiner un nouveau projet donc au CSP. Tu peux nous parler un petit peu justement des contours de ta vision à moyen terme et à long terme pour ce nouveau projet du Alors, CSP? à moyen terme, il y avait vraiment la priorité, on va dire, sur le moyen terme, c'était mes joueurs JFL. Donc, prolonger Nicolas Lang, qui est un joueur de l'équipe de France, qui est, je pense, un des meilleurs JFL du championnat. Rajouter aussi un peu de jeunesse et de joueurs qu'on pourrait faire exploser chez nous, comme avec Lucas Hugolin, qu'on a signé sur 4 ans. Et à côté de ça, on voulait aussi des joueurs qui ont, comment je peux dire, un état d'esprit, tu vois, qui apporte ce petit côté. Bah, on sait ce que ça représente Limoges, tu vois, on sait ce que c'est la France et qui s'entendent bien avec les Français, avec les Américains, comme Willy Guettet et Mathieu Wojciechowski. Et le but, tu vois, c'était tous déjà de les signer sur la durée, pas de changer tous les ans. Après, sur les Américains et sur le reste de l'équipe, le projet, je pense que le mieux pour le décrire, c'est Javon Grave, qu'on a signé, qui sortait directement de G League, sa première expérience en Europe. Et dans le sens, on voudrait qu'il explose et qu'il puisse continuer chez nous. Là, c'est pas de. Je vais pas me faire d'illusions. Je pense qu'un joueur comme Daisy Rodriguez, Javonte Hawkins, s'ils font une bonne saison chez nous, ce sera impossible de les garder. Tu vois, on n'est pas dans les dimensions financières de l'Asvel Monaco pour garder des étrangers sur la durée. Donc, il y avait ce côté, trouver des jeunes Américains qui peuvent exploser chez nous et potentiellement rester pour avoir un cœur de joueur, en fait, qui est tout le temps là. Que tu n'es pas à changer 8, 9, 10 joueurs chaque année, que tu arrives à garder 5, 6 joueurs et à construire autour de ce cœur chaque année. C'était vraiment le but. Très bien. La saison a commencé. Tu peux nous donner un petit peu tes premières sensations sur ce début de saison du CSP? Alors, la partie drôle, enfin, drôle, je sais pas si c'est le bon mot.
c'est toutes les émotions en fait que tu vis à être au quotidien avec l'équipe. Tu vois, on a commencé, on était à 0-3, donc tu te dis, oh, est-ce que j'ai fait n'importe quoi? Est-ce que tu vois, c'est surtout que tu joues 3 matchs en une semaine et en fait le début de saison, on joue tous les 3 jours, donc t'as pas le temps de gamberger. En fait, t'enchaînes. Et derrière, on fait cette série de victoires où voilà, tu vois l'équipe qui commence à vraiment se créer. Et puis c'est tous des nouveaux joueurs, donc ils apprennent à se connaître. Et puis bon, là, on est tombé sur un alien vendredi, donc oui, c'était un match à part, mais globalement, je suis content au-delà du bilan, on va dire, de ce qu'on est en train de créer en termes d'équipe et de culture et de structure autour de cette équipe. Ça, c'est le plus important pour moi. Au-delà du bilan à l'heure actuelle, sachant qu'on a joué 8 matchs, mais tu as l'impression qu'on en a joué. Ça fait déjà 4 mois qu'on est dans la saison, tellement on a joué tous les 3 jours sur ce début de saison. Bon, très bien. Écoute, ben, on suivra en tout cas la suite de la saison du CSP. On va te souhaiter bonne saison, bonne continuation de saison. Et puis Kevin, pour finir, comme dit un grand attaquant de l'équipe de France, l'âge, c'est qu'un nombre, hein. Ah, tout à fait. Je te remercie, Erwan, c'est gentil. À bientôt, salut. À bientôt, Erwan. Thomas, un général manager de 30 ans au Limoges CSP, club dans lequel tu as évolué. Dis-nous un petit peu tes impressions toi, en tant qu'ancien joueur. Ah, c'est vrai que c'est assez surprenant, c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir, hein. D'habitude, c'est souvent des anciens coachs, des gens du milieu, on va dire. Là, ils sont partis chercher quelqu'un, malgré son jeune âge, qui a de l'expérience, hein, qui nous le dit dans l'interview, qui fait ça depuis 5-6 ans. Voilà, il a créé son réseau. Et moi, je trouve ça bien aussi de donner sa chance aussi, un peu de renouveau dans le championnat français. Et on verra par la suite si ça va porter ses fruits. Thomas, c'était aussi la volonté d'amener une vision nouvelle, des méthodes nouvelles. Ouais, absolument. Moi, c'est ce qui me passionne au-delà de l'âge de Kevin qu'on connaît bien et de son réseau. C'est aussi, comme tu dis, les outils actuels, les outils modernes qui vont permettre aux décideurs du basket ou du sport en général d'aller chercher des joueurs. Je pense évidemment donc aux analytics et aux stats avancés. Je sais que certains sont encore réfractaires à tout ça, mais je pense qu'aujourd'hui, en 2022, on doit utiliser des outils à disposition. Tu vois, tu vas pas utiliser une voiture des 1930 juste pour le plaisir de rouler à 30 sur l'autoroute, alors que tu peux avoir des super voitures électriques qui vont à 200. Donc moi, Kevin, ce qui m'intéresse dans sa prise de fonction, c'est voilà, ce qu'il va apporter en termes de vision et comment il va réussir à former des groupes qui vont performer. Parce que le but, hein, bien sûr, c'est d'avoir une nouvelle vision, mais c'est qu'ils performent. Donc du crédit au club du Limoges CSP, que ça marche ou pas, et on souhaite que ça marche, eh bien, on va au moins tenter quelque chose. Et on sait que le basket français, par moment, est réfractaire à ça. Et là, donc, je trouve que le pas en avant vers cette nouvelle génération est très intéressante. Ouais, et Kevin nous disait qu'il se mettait une pression incroyable dans cette interview. On rappelle que le CSP Limoges avait commencé avec 3 défaites d'affilée. Depuis, ils ont un bilan à l'équilibre avec 4 victoires, 4 défaites. Mais tu as raison, donner du temps aussi. Quand on met un GM en place, il nous a parlé aussi donc, de sa vision à moyen et long terme. Il va falloir du temps aussi pour mettre un projet, en place. On ne met pas un projet comme ça en claquant des doigts. Donc on souhaite évidemment le meilleur au Limoges CSP et à Kevin Ansett. Prochain match pour Limoges, c'est pas cadeau, hein. C'est dimanche à Monaco et ensuite le 27 novembre avec la réception de ton cousin Jacques Alingue Ah bah, et de la JDA Dijon. Une victoire pour Dijon, du coup. Dans tout cas, oui. Que le meilleur gagne plutôt. Merci en tout cas à Kevin Ansett et au Limoges CSP pour nous avoir accordé ce temps et on suivra évidemment l'évolution de ce nouveau projet autour de ce club toujours autant ambitieux qu'est le Limoges CSP. Messieurs, on va aller un petit peu sur l'ennemi juré du Limoges CSP. C'est les Lambernais, tout de suite dans la palette. Dans la famille Stockton, on connaît le père, évidemment, John, meilleur passeur de l'histoire NBA, meilleur intercepteur de l'histoire NBA. Et bien dans la famille Stockton, il y a aussi le fils Thomas, Michael, l'aîné, qui joue en France depuis 2019 et qui lui aussi a les mêmes qualités que le daron. Bon passeur, bon intercepteur. Absolument. Alors la question que je me posais en regardant tout ça, en faisant la palette, c'est est-ce qu'il a donné son prénom pour Michael Jordan ? A priori non. Allons-y sur la palette, on va regarder un petit peu à quoi ressemble Michael Stockton, donc le meilleur passeur, meilleur intercepteur du championnat de France de la Betclic Elite. On va regarder déjà, sachez que Michael est gaucher, contrairement à son père, hein, vous vous en souvenez, qui était droitier. On va sur un premier système qui va lui permettre d'aller chercher une petite passe D, c'était contre le Portel dans un match entre Pau, donc la Cortèze et le Portel. On va regarder ça ensemble. D'abord, le système est annoncé, on va voir les ailiers qui vont tenter sur des grandes transversales, des grandes coupes comme ça, d'aller chercher la balle. Est-ce que ce ne serait pas des petits leurres, ça, Erwan, les deux ailiers qui vont... T'as joué au basket, toi, ça J'ai l'impression. Chicoco qui va poser un écran. On va voir le spacing de l'élan béarnais sur cette action pour donner
cet écran porteur plein axe et donc ces deux grandes lignes là tout en bleu, cet axe qui va permettre à Michael Stockton d'aller trouver une belle passe puisque les aides sont complètement effacées par ce spacing. Thomas, c'est comme ça qu'on joue le pick and roll aujourd'hui avec du spacing et puis du rythme. Ah, clairement, là, ils sont patients. Tu l'as dit, ils créent quasiment 2 heures pour avoir le pick and roll plein axe. Et forcément, les aides, elles sont compliquées à l'opposé. Là, le défenseur qui est un peu en retard parce qu'il pense que c'est son joueur, le système est pour son joueur. Et forcément, ça décale totalement seul l'intérieur pour un lay-up. Le lay-up de Vitaly Shikoko, intérieur de Pau. Voilà pour cette première action. Deuxième action sur une situation différente pour Pau, puisque vous allez voir, c'est un super passeur et ce qui va nous intéresser, c'est de trouver des solutions en dernier recours pour Michael Stockton grâce à la passe. La bonne défense, là on est du côté de Cholet, que tu connais bien Thomas, une nouvelle fois, une bonne défense de Cholet et donc un pick and roll à la toute fin. On y retourne. Michael Stockton donc à montée de balle va annoncer un système qui ne sera pas pour lui, puisque sur la coupe des ailiers, visiblement c'est des choses qu'on aime bien faire du côté de Pau, les ailiers qui coupent comme ça. Michael Stockton va donc aller se cacher là-bas dans le corner pour laisser son coéquipier jouer le pick and roll en tête de raquette. La bonne défense Scholtez, on tient les duels, on change, oui, il n'y a pas de solution trouvée. Et là on se retrouve à 8 secondes de la fin de l'horloge des 24, toujours ce spacing avec 3 joueurs derrière la ligne à 3 points. Shikoko qui va revenir faire un écran pour Michael Stockton. Michael Stockton et sa petite papate gauche va trouver, devinez quoi, après que les aides, malheureusement dans ces cas-là c'est toujours un peu l'urgence et c'est difficile. Est-ce que tu rentres pour aller gêner l'intérieur qui coupe ou est-ce que tu restes sur ton joueur à 3 points là-bas? Forcément, il faut faire un choix. S'il y a un choix de fait, ça donne une passe D pour Michael Stockton, pour encore une fois Shikoko. Ça c'est l'autre truc qu'on aime Thomas avec les petits meneurs gauchers, c'est qu'ils servent forcément les grands et qu'ils en profitent. C'est les premiers bénéficiaires, j'ai envie de te dire, des bons meneurs passeurs. Ouais, clairement, là, on voit la patience aussi, c'est important. Ils font un système au début, ils voient qu'il n'y a pas trop de solutions. Du coup, Stockton reprend la balle, tout est placé. Et là, son pick and roll, comme tu l'as dit, le défenseur doit faire un choix. S'il vient trop tôt, forcément, le joueur va être ouvert à 3 points à 45 degrés. Et là, le joueur est hésitant et finalement, il y va, mais c'est trop tard. Quand Shikoko a pris sa place, tu ne peux plus l'arrêter après. On voit qu'on reste sur la même forme de jeu, mais que finalement, c'est là aussi tout le rôle du meneur, c'est de, OK, là, je te donne à manger, je vais me cacher, le système ne marche pas, OK, sur la fin de possession, c'est pour moi. Et puis, il y a d'autres systèmes où on voit que, OK, celui-là, je vais me le jouer à moi tout de suite sur une entrée de système plutôt rapide. Et c'est ça aussi, quand on parle souvent d'alternance, voilà, ça, c'est illustré avec justement les deux choix différents de John Stockton, de Michael Stockton. Des formations professionnelles. Mais c'est un joueur qui domine par la passe. On parle d'un joueur à plus de 8 passes par match. Ça fait beaucoup dans le championnat de France. En général, quand 12,6 points et 8,3 passes, c'est énorme. Ouais, c'est des grosses stats absolument pour Michael Stockton. J'allais encore dire John. Dernière chose, tu parlais d'interception et donc de défense. Vous savez que le père était un super défenseur, intercepteur, donc le plus grand intercepteur de l'histoire de la NBA, mais bon défenseur, la hargne, etc. Et vous allez voir que les chiens ne font pas des chats. C'est ça, on est d'accord. On regarde un petit système, on est encore Pau contre le Portel et vous allez voir que Michael Stockton ne se laisse jamais faire malgré les mismatchs. Une remise de jeu ligne de fond et il est déjà en défense là, avec un déficit de taille remarqué par les joueurs du Portel. Donc remise en jeu ligne de fond, très simple. On va aller chercher sur la position basse, Michael Stockton est en canne, est en position. La bonne attitude. La bonne attitude qu'aiment les coachs, évidemment, des Blair, bien sûr. Et la bonne interception, surtout sur le petit tir sur un pied. La projection derrière, c'est ce qu'on aime sur les meneurs de jeu de petite taille et avec leur vivacité. Un 3 contre 1 à jouer. Le Portel qui va faire un choix qu'on qualifiera de... Surprenant. de ça surprenant. va vite, Ça va vite. Et les situations d'urgence, elles sont toujours difficiles à gérer. Il y a un 2 contre 1 à jouer, la petite passe à terre. Et le lay-up pour Michael Stockton. C'est aussi ça, les meneurs de jeu, c'est arriver à défendre, ne pas subir les mismatchs, faire la petite interception. On voyait que c'était sur la fin des 24 pour le Portel, et la projection vers l'avant. Voilà Michael Stockton, en image, un joueur, on le disait, qui domine par la vivacité, par la passe, mais aussi par des bonnes mains, des mains actives et des interceptions. C'est un des meilleurs championnats, c'est un des meilleurs meneurs du championnat de France dans un style à lui. Ouais, ce qui est marrant, c'est que la plupart maintenant de nos meneurs américains sont très très scoreurs. Lui, c'est un peu un meneur à l'ancienne, à la Lolo Ciara, un petit peu. Voilà, il ressemble très fort dans la passe, sur pick and roll. Un jeu assez simpliste, mais qui marche. Très gestionnaire. Voilà, c'est le genre de meneur qu'on n'a plus trop dans le championnat. Je ne sais pas s'il y en a un autre dans ce style-là. Moi, j'en ai pas en tête en tout cas. Voilà, il est dans la gestion de l'équipe.
il choisit ses moments. Il est capable quand même de marquer aussi. Il tourne quasiment à 13 points par match sans trop forcer, mine de rien, son jeu en attaque. Donc, il fait un peu tout. Et c'est le genre de meneur avec qui on aime bien jouer, en tout cas. Mais c'est vrai qu'historiquement, en France, les meneurs américains, on est sur des combos. Ouais. Scoreurs, créateurs, d'abord pour eux. Et là, pour le coup, on a vraiment un meneur à l'ancienne. Ce qui me saute aussi aux yeux, Dire c'est ça à Matt que... Morgan. Hein. ce qui me saute aussi aux yeux, c'est que quand on voit les pick and roll de son père à l'époque, avec Karl Malone évidemment, c'était quart de terrain et tout le monde à l'opposé. Là, on voit que quand même l'évolution du basket, bon, il y a 25 ans d'écart en même temps, mais c'est toujours marrant de voir comment l'évolution du jeu a été et au final, comment de père en fils, tu as les mêmes qualités, même si le jeu a changé. Pas simple hein, quand même d'être le fils d'une légende comme... Ça va, il s'en sort bien. Il s'en sort très bien. Lui et son frère aussi, David, hein, qui a fait sa carrière professionnelle aussi. On sait que c'est difficile d'assumer derrière, hein, après des parcours légendaires comme ceux du daron. Pas simple hein, d'être le fils d'une légende. Hein. Moi, c'était une autre époque. Comment ça, c'était notre époque? C'était pas la même exposition. Ouais, pas simple quand même. Hein. Le cartable était lourd. Moi, je sais pas. C'est toujours dur à dire, mais chaque situation est différente. Voilà, là, on parle quand même de John Stockton, voilà, un des meilleurs joueurs all-time de NBA. C'est une situation complètement différente, mais ça peut parfois être difficile à porter. On va peut-être le voir dans les années à venir avec les fils James. Hein, comment ils vont évoluer. On rappelle que ton père est un grand joueur du basket français. C'est pour ceux qui le savent. Oui, c'est vrai, je pense. On est là pour faire découvrir aussi à certains novices que l'histoire du basket français est très très longue. La grande époque d'Orthez, Villeurbanne ensuite, demi-finale face à Sabonis. Le shérif, Alain Larouki, ça l'équipe de France aussi. L'équipe de France aussi. Pistonné. Pistonné. Abonnez-vous. Abonnez-vous. On a mis en lumière Michael Stockton parce qu'on a vraiment envie de le faire sur ce joueur, ce beau joueur du championnat. Maintenant, en Betclic Elite, ils sont un peu struggle, hein, nos amis de Pau. 2 victoires, 6 défaites, quelques petits soucis aussi pour l'instant. Ils n'ont pas été autorisés à signer un nouveau joueur. On va suivre aussi ça, l'évolution sportive et aussi administrative du côté du Béarn. Voilà, messieurs, on a fait presque le tour de l'émission. On va souffler un peu, on va se faire un petit kiff avec un top 10. Allez, vas-y. Top 10, c'est Bibi qui régale. Gallet qui a failli rentrer là, en revanche, va falloir envoyer. Est-ce qu'Elio Kobo a l'horloge en tête, évidemment. Elio Kobo du milieu de terrain, il va mettre ça dedans. Appliqué comme jamais, il a décalé ses appuis, monsieur Elio Kobo. Premier carton, toute l'équipe monégasque vient féliciter Elio Kobo. Il avait évidemment l'horloge en tête, il avait la distance. Le début du deuxième carton. Avec 2 points d'avance et une balle en main pour Maxime Ross, 2 points d'avance pour la chorale. Balle en bas pour Thomas. Mais il s'est vengé. Ils sont en train de tout casser, la vengeance, effectivement. Il a frôlé la perte de balle, Bryce Jones. Nicolas Lang. Oh, Javonte en cul. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Sauf peut-être cet homme, Victor Wembanyama, qui n'a de limite que le ciel. Oh là 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 là, le tir à 3 points sur un appui. Et encore une fois une domination de Stéphane Gobon au rebond. Et là le contre. Aïe, c'est dommage pour Clément Frisch. Il va falloir jouer un petit peu. La bonne passe, il est tout seul. Il a collé. Il l'a scotché. C'est quoi ce bloc? C'est un scotch incroyable. Je sais pas s'il a pas cassé la planche. C'est déjà le cas. Jonathan Roussel. Roussel. Oh là là là, Abdoulaye, l'action du match. Jonathan Roussel et ce alley-oop sûr. C'est bien parce que c'est vraiment, il a fait une très belle première mi-temps. Et Roberto Galina encore une fois. Et Roberto Galina encore une fois qui vient exploser. Où est-ce que Dijon va tomber dans sa salle? Eh ben, il va falloir rester avec nous là pour ces 2 dernières minutes irrespirables. Bien joué ça. Oh là 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 là! Qu'est-ce que c'est que ça? L'OVNI, Abdoulaye Lou. Ça là. Et bam sur le museau là de Tingle. Attention au matériel. Mais s'ils sont obligés de sortir son Mara, ça va tout changer. Belle passe. Belle passe. Oh là là, Le poster. Demain, il a encore du jump, évidemment, vous le disiez tout à l'heure. Jeremy Evans a frappé très très fort sur ce dunk de main. Le poster, il est violent.
Jeremy Evans, tout là-haut dans ce top 10 qui est allé écraser ce dunk pour cette victoire du Paris Basketball face au Mans. Messieurs, on va aller un petit peu dans les classements. On va commencer avec les classements de la Betclic Elite pour voir que Monaco est toujours premier, suivi, on l'a dit tout à l'heure, des Métropolitanes. Cholet, la très belle surprise. Est-ce qu'on peut encore dire que c'est une surprise? Ça sera peut-être l'un des sujets de la prochaine émission. Cholet, en tout cas, est troisième. Le Mans, Dijon, vous voyez. Et puis ensuite, tout en bas, Strasbourg, la SIG, en retard sur ce début de saison. Paula Cortez, on l'a dit. Paris Basketball qui arrive à sortir de la zone dangereuse avec le Portel notamment et Fos-sur-Mer. Voilà, on va aller aussi sur les stats individuelles de cette Betclic Elite parce qu'on adore ça, les meilleurs scoreurs, les meilleurs passeurs, les meilleurs intercepteurs, les meilleurs contreurs, les meilleurs marqueurs. Matt Morgan, 22,5 points, mais des paniers, hein, tonton. Bientôt en palette, peut-être. Ouais, bientôt en palette, et pourquoi pas. Victor Wembanyama, 21,3 points. Et Ronald Marsh, qui fait une très, très belle saison avec Rouen. Les rebondeurs, Thomas, tu voulais nous faire, et tu nous as fait une réflexion. Qui nous a plu, cette réflexion? Assez basique, hein. Les 3 Français, meilleurs rebondeurs du championnat. Eh ouais. Ismaël Kamagaté, Victor Wembanyama et Bojamasa, meilleur rebondeur. On a vu meilleur passeur. Donc Michael Stockton, Mike James et donc David Holston. 3 Américains, j'ai l'impression. 3 Américains. Bravo. J'ai l'impression que le basket français produit des grands, le basket américain des petits passeurs-scoreurs. Un petit coup d'œil, messieurs, quand même sur la Pro B qu'on n'oublie pas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous parlent de Pro B. On ne peut pas tout faire d'un coup, mais on n'oublie pas évidemment la Pro B. On fera quelques petites parenthèses dans l'émission. Et puis vous voyez donc les résultats avec Lille et Quimper qui sont leaders de ce championnat, pendant que Aix-Maurienne et le promu La Rochelle sont un petit peu en difficulté. Voilà, messieurs, on a fait un petit peu le tour, mais vous savez que si on est au mois de novembre, c'est que bientôt, dans un peu plus d'un mois, il y a l'All-Star Game à l'Accor Arena. Tout à fait. Et l'All-Star Game, on va pouvoir voter, Thomas. Absolument, puisque depuis aujourd'hui, le 15 novembre, on tourne aujourd'hui le mardi 15 novembre, vous pouvez voter pour 2 joueurs qui seront sélectionnés au All-Star Game. Vous savez qu'à l'Accor Arena, le 29 décembre, s'affronteront les 12 meilleurs joueurs français du championnat contre les 12 meilleurs joueurs monde. Et donc, je le disais, on a la chance de pouvoir choisir les joueurs favoris, puisque c'est ça. Alors, on en discutait, Victor... pour l'instant, domine ce classement, on imagine qu'il sera élu. Mais si vous avez envie de voter pour vos joueurs favoris de vos équipes ou pour vos potes, pourquoi pas, comme Thomas par exemple va voter pour ses potes, on le connaît, eh bien vous en avez la possibilité. Vous allez sur le site de la LNB ou alors vous tapez meallstar.fr, c'est tout simple, vous arrivez sur cette petite interface et vous votez pour 2 joueurs. Pourquoi pas Nando, voilà, exactement. Alors on s'est dit ensemble qu'on allait voter pour 2 gars. Ouais. On y va, on a choisi côté français. On a voulu aller sur Boris Dallot pour récompenser le beau début de saison de Cholet. Et puis Boris Dallot fait un super début de saison, Tom. Ouais, super ce qu'il fait dans un rôle un peu d'ancien maintenant. Et c'est un joueur d'expérience, voilà. Et puis les résultats vont en sa faveur, hein, bien évidemment. Et côté américain, on va sur le spectaculaire et scoreur Ronald Marsh, qui ne pouvait pas mieux tomber avec Jean-Denis Choulet. Ouais, c'est clair, il s'éclate et Rouen est une équipe à suivre, elle est toujours passionnante à voir jouer. Dernier petit truc, je vous ai dit, vous avez 24 joueurs, donc le public désigne 2 joueurs, donc un joueur monde et un joueur France. Ensuite, il y aura 10 joueurs désignés par la LNB, ce seront les joueurs les plus désignés journée par journée parmi les 5 majeurs, donc France et monde. Et enfin, dans un 3e temps, les 12 derniers joueurs seront sélectionnés par un jury d'experts. Ce sera le 30 novembre, puisque le public peut voter du 15 au 29 novembre. Mais le 30 novembre, il y a un mec à côté de moi qui fera partie une nouvelle fois du jury d'experts et qui pourra sélectionner non seulement les joueurs du All-Star Game, mais aussi les joueurs qui vont concourir pour le concours de dunk et concours de chute à 3 points. Des meneurs, ouais. Je vais voter pour vous, moi. Je vous le dis direct. Ah, c'est gentil, ça. Ouais, pour moi, après, le problème, c'est qu'il faut jouer 15 minutes par match en Betclic Elite et avoir joué la moitié des matchs. A priori, on remplit pas les trucs. Hein. Messieurs, il va y avoir un petit problème. Messieurs, on touche à la fin de cette émission. Vous avez été très bien. On s'est régalé, clairement. Vous avez été très bien. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que l'émission est terminée. La bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. On vous rappelle, LNB Club, c'est tous les mois. On va essayer aussi de vous faire des petites interviews un peu plus profondes, des interviews une demi-heure, 3/4 d'heure, avec des joueurs du championnat. On est en train de se mettre en place, donc on a besoin de vous, de parlez-en à tous les gens qui aiment la Betclic Elite et le basket français pour qu'on puisse vraiment promouvoir cette émission au maximum. Nous, on se retrouve le mois prochain avec mes 2 Thomas et avec vous surtout. Merci à tous, merci en régie, merci à la Ligue, merci à Betclic Elite pour la confiance. À très vite. Ciao, ciao.